Ce soir, le match dans le match part à la rencontre d'une Olympienne, championne du monde en petit bassin, d'Europe également en grand et petit bassin, multiple championne de France. Beryl Gastaldello est avec nous ce soir. Bonsoir Beryl. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là Beryl. On va profiter de cet entretien pour revenir sur votre histoire avec la natation. Ça a commencé à quel âge pour vous? Oula, bébé nageur à 2 ans. Et première compétition, je pense que j'avais 6-7 ans. Là, j'avais 14 ans et demi, je crois, 15 ans. Donc ça a commencé il y a quelques temps maintenant. Vous vous en souvenez de votre toute première compétition? Oui, vaguement. Je me souviens que c'était un relais et qu'on m'applaudissait, j'étais la dernière. Moi, j'ai pas changé d'ailleurs, je regarde toujours ce qui se passe un peu à l'extérieur du bassin, etc. Et j'ai levé la tête parce que je comprenais pas pourquoi on m'applaudissait. Et tout le monde était là, allez. Donc c'est premier souvenir. Je crois que petite, vous avez touché à beaucoup de sports différents. Quelques-uns. J'ai fait aikido, gym, athlétisme un peu plus longtemps. Et ça se chevauchait avec la natation. Donc à un moment donné, j'ai dû faire un choix parce que les compétitions étaient les mêmes week-ends en fait. Donc, et puis après, j'ai fait un peu de tout l'été dans les centres aérés et tout ça. Toujours été assez active. Quand on regarde votre arbre généalogique, la natation, elle coule dans vos veines. Votre mamie, Amélie Mirković, ouais. Gastaldello Mirković, c'est comme ça? Oui, Mirković. A été 12 fois championne de France. Votre papa, Eric? C'est Émilie, en fait. Tout le monde se trompe, mais c'est pas grave. C'est Émilie. Émilie. On l'appelle Amélie, donc pardon, pas de problème. Bon, on va rectifier ça. Émilie Mirković, ouais. Gastaldello, donc 12 fois championne de France. Votre papa, Eric, 2 fois. Votre maman, Véronique, 24 fois. 24, ouais. C'était olympienne également, elle a participé aux Jeux de Los Angeles et de Barcelone. C'était une évidence pour vous d'être dans un bassin? Et ma grand-mère aux Jeux de Rome en 1960 aussi. Alors oui, je sais qu'on peut le voir comme ça, mais honnêtement, en fait, ça s'est fait naturellement. J'avais 7 ans, il me semble, 6-7 ans du coup, et chaque année on se réunissait autour de la table avec surtout ma maman et mon frère. Elle nous demandait ce qu'on voulait faire comme sport. Donc mon frère il a dit natation, évidemment, moi j'ai un peu suivi, je dis moi aussi natation. Et puis j'aimais bien faire des bulles, jouer, j'ai bien aimé l'environnement, et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et après, mes parents, ils étaient contents que je fasse de l'athlétisme et tout ça, et c'était un petit peu drôle. Ils me disaient, t'aimes bien l'athlétisme? C'est sympa quand même, parce qu'en fait, au contraire de ce qu'on pourrait penser, eux, ils étaient, ils sont retirés les bassins. Mon papa a entraîné pendant 18 ans en natation, et en fait, avec mon frère, il nageait aussi, mon frère, quand on était arrivé sur les bassins, ils se sont progressivement retirés, en fait, au contraire de ce qu'on puisse penser. Et donc, ça s'est fait naturellement, vraiment. C'est vrai que j'étais à l'aise. Quand est-ce que vous avez senti que vous aviez les moyens de devenir une nageuse de haut niveau? Alors, c'était en 2015. Donc moi, j'étais aux États-Unis, c'était ma première année. J'arrive et il me semble que je m'étais qualifiée sur 5 courses. C'était au championnat du monde à Kazan. Et là, je me suis dit, l'année prochaine, je peux me qualifier aux Jeux Olympiques, à Rio. Ce que j'ai fait. Et c'est vraiment à ce moment-là, je me souviens, c'était dans la voiture, on m'avait offert un bracelet jaune et vert, donc aux couleurs de Rio. J'ai regardé le bracelet et je me suis dit que je pouvais le faire. C'est vraiment ce moment-là. C'est marrant de repenser à ça parce que j'avais un petit peu oublié quand même. Sur ce même plateau, nous avons reçu il y a quelques mois Florent Manondou qui nous disait on ne joue pas à la natation. Tout à l'heure, vous évoquiez les jeux avec les bulles. Est-ce que vous, ça reste quelque chose de ludique ou à votre niveau, c'est impossible que ce soit ludique? Si, moi, c'est obligé. Sinon, je ne serais pas là. C'est vraiment un plateau de jeu pour moi. Alors, évidemment, c'est pas très drôle tous les jours. Mais à la fin, la récompense, elle en vaut tellement la peine. C'est sûr qu'on ne joue pas. C'est vraiment exact parce que c'est pas, on joue au foot, on joue même au piano, mais on ne joue pas à la natation. C'est différent. Puis, c'est un sport aussi individuel. Mais moi, je garde le jeu dans ma façon d'aborder les choses. J'aime quand je me retrouve dans l'eau, je retrouve ces sensations de glisse, de sérénité aussi. Quand on est sous l'eau, il y a personne, on est seul avec soi-même. Il y a pas mal de choses comme ça et surtout en compétition. Voilà, c'est vraiment du jeu et le but c'est d'avoir l'entraînement derrière pour pouvoir jouer justement. Donc c'est pour ça que je m'entraîne tous les jours. Vous évoquiez les États-Unis tout à l'heure, vous faites partie de ces Français qui ont tenté l'aventure de l'université aux États-Unis. Vous, c'était au Texas à A&M University, comme le monégasque Valentin Vachereau. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté toutes ces années, ces plus de 7 ans aux États-Unis? Ah là là, beaucoup de choses. Bon, déjà, je parle anglais couramment maintenant.
beaucoup de découvertes, surtout être complètement intégré dans une culture différente. Voilà, l'entraînement aussi, la façon de voir les choses, c'est un petit peu en masse parce qu'il y a tellement d'athlètes là-bas les groupes, c'est pas du tout fait pareil qu'en France, la façon de faire les choses. C'était un groupe de 35 femmes, hein, pour le coup. Après, j'étais dans un groupe avec 35 hommes, donc c'est vraiment différent. Ça m'a apporté surtout... j'avais déjà beaucoup l'esprit d'équipe. En fait, c'est pour ça que j'ai été attirée d'ailleurs par ce pays et la façon de faire, hein. Beaucoup l'esprit d'équipe. Je suis très ouverte aussi d'esprit. J'aime bien apprendre de nouvelles choses. Donc, en règle générale, ça m'a apporté tellement de choses. C'est dur de... Mais c'est surtout l'équipe, parce qu'en fait, on concourt pas pour soi-même, c'est un sport individuel. Mais en équipe, c'est le cas aussi en France. Mais là-bas, on a NCAA. En fait, c'est nos points individuels comptent pour le score total de l'équipe. Donc, il y a quand même pas mal de pression sur ça, et aussi au niveau scolaire. Il faut être capable de gérer les deux à un très bon niveau. Parce que si on n'a pas un minimum de GPA de 2.0 sur 4, on ne peut plus pratiquer le sport. Donc ça tire vers l'excellence, et de mener aussi deux choses de front, le scolaire et le sportif. Donc voilà. Il me semble que là-bas, vous avez gagné un surnom, celui de Queen Bee. Il vient d'où? C'est marrant. Queen Bee, je pense que ça vient, je ne sais pas si vous aviez regardé l'ISL, des compétitions de natation. C'est là, il me semble, que mon équipe a commencé. Je sais pas exactement, mais c'est B-E-E, comme l'abeille. Comme l'abeille, oui. Ouais, parce que Queen Bee, c'est pris, hein, on va pas se mentir. Pas de problème. Et je sais pas, Queen Bee, c'est vrai que je suis arrivée un petit peu dernière recrutée de l'équipe. Vous avez rien à perdre. Au final, j'ai fini MVP. Donc c'était peut-être pour ça, l'énergie. C'était vraiment un super terrain de jeu pour moi. Voilà, l'ISL, c'était des compétitions de 2 heures, c'était enchaîné, il y avait de la musique, un DJ, l'équipe qui hurlait dessus. On était 2 par équipe à aller dans la finale. C'était une expérience extraordinaire qui reflète d'ailleurs beaucoup ce que j'ai... Ça a amplifié ce que j'ai vécu aux États-Unis, mais c'est top. Et je pense que ça vient de ça. Je pense qu'il faudrait demander à quelqu'un, en fait, plus que moi. Mais c'est sympa. Et il y a quelques personnes qui m'appellent encore comme ça. On m'a même offert des boucles d'oreilles d'abeilles. Olivia Smoliga, qui est une super amie américaine. Partir étudier dans une université américaine, est-ce que c'est quelque chose que vous conseilleriez à un jeune sportif français? Alors c'est délicat, parce que j'ai pas envie de me mettre des personnes à dos. Mais voilà, honnêtement, là il y a l'effet Léon, on va pas se mentir. Je pense que c'est ça qui attire aussi beaucoup les gens, puisque ça a mis plus d'attention sur ça. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Ça s'améliore en France, mais le système fait que faire des études et du sport de haut niveau, c'est quand même compliqué. Il y a un peu des sacrifices à faire d'un côté ou de l'autre, alors que là-bas, il y a les structures, il y a les moyens. On est en train de progresser, encore une fois, mais comme le disait justement Florent, la France n'est pas une nation de sport, quoi, en fait. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. C'est dommage parce que, franchement, on s'en sort vraiment bien pour les structures qu'il y a, parce qu'on va dans n'importe quelle université, même une high school. Je veux dire, des gamins de 14-15 ans, ils ont 3 piscines de 50 mètres, 2 terrains de tennis, 4 terrains de tennis, même plus. Donc c'est différent à ce moment-là pour l'expérience, parce que du coup, quand on va aux États-Unis, donc on peut faire les deux de front. On a beaucoup d'aide. Il y a de l'assistance scolaire. Il y a des bourses aussi, donc on peut avoir les études aussi gratuites ou pas très chères du coup par rapport au prix que c'est normalement. Et puis il y a l'ambiance, l'esprit d'équipe, il y a la vie sociale. Donc il y a pas mal de choses qu'on ne retrouve pas en France. Donc conseiller à la fois oui et non, parce que je ne pense pas que ça soit quelque chose qui convienne à tout le monde. Il ne faut pas oublier que c'est encore une fois de l'entraînement de masse. Et donc, il y a des personnes à qui ça ne va pas forcément convenir, parce que c'est un petit peu marche ou crève, pour être un peu brut. C'est un petit peu ça quand même. On va pas se mentir. Les meilleurs qui s'en sortent, et ils sont costauds en général. Les meilleurs. On va reparler de votre bracelet jaune et vert maintenant, puisque les Jeux, vous les découvrez donc à Rio en 2016. Quel souvenir gardez-vous de ces Jeux au Brésil? Finale olympique, hein. Avec les copines, hein. Finale olympique. Ouais, c'était Je sens que ça vous tient à cœur les relais. Oui, toujours. C'est vrai que j'ai quand même, je pense avoir l'esprit d'équipe, donc c'est quelque chose de fort pour moi, parce qu'en fait les émotions sont décuplées, clairement. Quand on est tout seul, c'est quelque chose, mais quand on est en équipe, c'est vraiment différent. Et puis tout à l'heure, je regardais justement Maxime, et on parlait, on en parlera sûrement, mais de ce fameux relais Melbourne.
Voilà, bon, c'est des moments inoubliables et des émotions décuplées. Pour moi, c'est la force. Les relais font la force d'une équipe. Donc, c'est primordial. Avant de parler de Melbourne 2022, on va parler de Glasgow en 2019 lors des Europes. 2018. En 2018, pardon. Lors des Europes en grand bassin, vous décrochez 2 titres en relais, le 4x100 mètres nage libre féminin et 4x100 mètres nage libre mixte. Peut-être par hasard si vos premiers titres mondiaux, c'est en relais. Oui, c'est sûr. La porte est un peu plus ouverte puisqu'il y a 4 places dans un relais. Oui, non, mais par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'esprit d'équipe et ce que vous avez connu notamment aux États-Unis. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas de hasard. C'est vraiment une expérience formidable. Là, j'étais dans l'eau. Je pense qu'elle me criait dessus d'ailleurs. J'étais dans l'eau et on a touché, si je ne me trompe pas, 12 centièmes devant les Dutch. Et c'était la championne olympique Ranomi Kromowidjojo qui était à côté de moi. Là, je pourrais vous faire toute une émission sur tout ce qui s'est passé. Il y avait des flammes, j'avais des flammes sur ma combi. Il s'est passé, c'était quelque chose d'extraordinaire. Un moment que j'oublierai jamais. On reste à Glasgow, cette fois en 2019 pour les championnats d'Europe en petit bassin. 1 an et demi donc plus tard, après ces médailles d'or, vous faites une razzia avec le titre sur 4x50 mètres, nage libre l'argent sur 50 dos, 50 papes et 100 libres. Beaucoup d'argent. Bronze sur 4x50 mètres nage libre mixte. Est-ce la période durant laquelle vous vous sentiez la plus forte? Non, parce que c'est en ce moment que je me sens la plus forte. C'est une excellente réponse. J'avais nagé, si je ne me trompe pas, 19 fois. Je crois que c'était ça. Je ne pense pas me tromper. J'avais nagé 19 fois avec tous les relais le matin, le soir, les séries, les demi-finales, les finales. Et j'en suis sortie exténuée. C'est étonnant, ça. C'était vraiment un truc de fou. D'ailleurs, shout-out à Anne-Sophie et kiné-ostéo d'équipe de France parce qu'il venait dans les chambres d'appel me secouer les jambes entre 2 courses. C'était vraiment un marathon. Et j'avais d'ailleurs des ongles argentés, ce que je ne ferai plus jamais parce que j'ai fait que 2e. Bon, c'est des détails, mais ouais, c'est vrai que ça m'avait... Voilà, bon, c'était génial, mais à la fois aussi frustrant parce que forcément, on va chercher la plus belle médaille. 2 ans plus tard, vous disputez vos 2e jeux à Tokyo, des jeux bizarres, les fameux jeux Covid. Comment vous les avez vécus de l'intérieur? Pour moi, c'était très compliqué. J'étais pas certaine de pouvoir y aller. Il y avait donc ma maman qui était très malade, etc. Donc même en 2016, donc je venais de perdre mon papa 2 mois avant. Donc j'ai vécu quand même 2 Olympiades très compliquées. C'est aussi pour ça que c'est frustrant, parce que dans ma carrière, on se dit j'ai déjà 30 ans, etc. Mais pour moi, je viens de commencer parce qu'en fait, la stabilité, je viens de la trouver à peine. Tokyo, voilà, c'était... Comme disait Maxime, c'était différent. Hein. Quand on a vécu, moi j'avais vécu surtout Rio avant. Là, il y avait les masques, il y avait toujours les tests Covid, le stress tous les matins. Il fallait qu'on salive dans ce fameux tube, etc. À table, on mangeait entre des vitres en plastique. Il y avait beaucoup moins de contact. Voilà, les jeux, c'est différent. C'est quelque chose où on partage avec... tous les sportifs du monde entier, on a été un petit peu coupés de ça quand même. Donc l'ambiance était un peu lourde. Moi, c'est vrai que l'environnement est très important. Alors après, il faut s'adapter. Mais voilà, j'étais dans des conditions où ça ne m'a pas aidé. Ça a été compliqué pour moi. Après, j'ai fait ce que j'ai pu. J'étais déjà fière de ça. C'était dommage de ne pas rentrer en finale avec le relais au moins. Je suis rentrée très tôt. Hein. J'ai fait 3 jours. Et puis, une fois qu'on avait fini notre dernière course, on était renvoyés en France. Donc, et en plus, après, j'ai eu le Covid et j'ai eu 3 semaines. Je fais aller à l'hôpital, etc. Donc, c'était assez compliqué pour moi. Pas forcément le meilleur souvenir. Mais ça reste des Jeux Olympiques. Et c'est pour ça aussi que j'y suis allée. C'est parce que c'est compliqué, par respect notamment pour les autres et tous les gens qui en rêvent, de ne pas y aller. Mais voilà, c'était une décision difficile et il a fallu aussi l'assumer derrière. Parce qu'à tout moment, je pouvais rentrer en urgence en France. On va parler maintenant de ce fameux relais 4x50 mètres nage libre à Melbourne en 2022 lors des mondiaux en petit bassin. Vous décrochez donc l'or avec Mélanie Hennick, Maxime Grousset, Florent Manodou. Vous battez le record du monde en 1:27:33. Record du monde qui tient toujours. C'est une fierté d'être détentrice d'un record du monde. Ouais, c'est vrai que ça m'amène beaucoup d'émotions là d'un coup. C'était pareil, si je vous expliquais voilà, tout ce qu'on s'est dit en chambre d'appel, on s'est pris dans les bras, on s'est dit que... Alors c'était assez drôle parce que Charlotte nous a dit alors le record de France, je pense qu'on peut le faire. On s'est dit ouais, on peut le faire et tout ça. Et moi, je me souviens, j'avais fait un petit discours, j'avais dit les gars, on peut faire quelque chose de spécial. Je sais pas pourquoi je le sentais, mais vraiment, c'est marrant. Alors après, on est tous d'accord, il y a eu une symbiose extraordinaire en fait.
Et moi, je m'en souviendrai toujours. Alors déjà, on a échangé au dernier moment, c'est moi qui suis partie sur flot, donc partir sur un homme, c'est-à-dire le départ plongé. C'était assez stressant parce qu'un homme arrive beaucoup plus vite, hein. Donc il a fallu faire les réglages. J'ai fait 2 départs à l'échauffement avec lui et il m'a dit, écoute, quand je suis au T, tu sautes. Ok, bon, alors je vous raconte pas sur le plot, j'étais là, il est au T, c'est maintenant. Et je suis partie moi je crois que j'ai fait 0,03. Pas beaucoup, hein. Non. Pas beaucoup du tout. Grosse marge de sécurité. Bref, c'était vraiment serré. Et puis, donc je sors de l'eau vraiment vite. Mélanie, elle est en train de nager. Et puis Flo qui dit record du monde. Et je vois WR. Enfin, c'est vraiment comme dans un film. Hein. C'était vraiment comme dans un film. Puis les frissons, quoi. Il y avait tout le monde. Le stage qu'on avait fait auparavant, c'était formidable aussi sur la Gold Coast. C'était à ce jour encore l'une des meilleures compétitions de ma vie. Il y a quand même les Jeux de Paris qui ont été pas mal, mais meilleurs souvenirs. Et puis un record du monde, c'est pas rien, c'est formidable. Parlons-en de ces Jeux de Paris avec cette immense fête. Comment les avez-vous vécus, vous, de l'intérieur? It was a blast. Vous m'aviez prévenu qu'il y aurait des expressions anglaises. Ouais. C'était formidable. Franchement, moi, la piscine, elle est à 12-13 minutes de chez moi. J'avais mes amis, on avait des places, il y a eu tout un système qui a été mis en place et je remercie vraiment l'ANS, toutes les personnes qui nous ont permis, toutes les institutions qui nous ont permis de vivre ces Jeux comme ça, notamment justement en offrant des places aux sportifs, aux familles des sportifs, parce que ça m'a permis d'amener du monde. J'avais jamais eu autant de soutien de familles, d'amis aux Jeux. Ils avaient fait des pancartes, mais je les voyais. À un moment, il y avait marqué Beryl, il y avait un panneau énorme. Enfin, il y avait d'autres trucs. On les entendait, les Français aussi. Vraiment, c'était impressionnant. Je me souviens. Et il faut savoir que moi, entre midi et 2, des fois, je rentrais chez des amis. C'était tout un système, quoi, comme on dit, autour de moi. J'avais une amie très proche qui fait un peu tout ce qui est dans les énergies, qui me faisait des sessions. Je mangeais comme chez mes parents adoptifs. J'ai vécu ça, c'était formidable, honnêtement. Et puis les résultats aussi ont été géniaux. Les conditions de préparation n'ont pas forcément été là pour moi. Donc on changeait de bassin, 4 bassins différents. L'eau était très froide, pas de drapeau, pas de plot. Donc j'étais pas dans les meilleures conditions, mais le staff autour de moi était top. Donc un petit peu de frustration sur ça. Mais ce que j'ai réussi à faire avec les moyens, j'en suis très fière. On a beaucoup parlé d'un homme cet été dans la natation française. Et je ne vais pas parler de Léon Marchand, mais de Thomas Samut, qui est préparateur mental de nombreux nageurs, dont vous. Qu'est-ce qui vous apporte, Thomas ? Tom. Alors Tom, ça a commencé en 2013, notre histoire. Bon là, il est quand même très, très occupé, mais il est toujours là. On se passe un coup de fil une fois tous les quelques mois. Qu'est-ce qui m'apporte beaucoup de... Il sait faire. C'est un petit peu le magicien du cerveau, quoi. En fait, il a une approche qui est différente. C'est quelqu'un de différent, qui en a d'ailleurs souffert. Hein. Si vous avez son premier livre, Un cancre dans les étoiles, à l'école, au niveau scolaire, voilà, les gens disaient qu'ils réussiraient pas. Et moi, j'adore voir ce genre de personnes succèdent, comme on dit, du coup, voilà, en anglais. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres, mais c'est, voilà, de temps en temps, je l'appelle et il me pose 1 ou 2 questions. Tout ce qui importe. Est-ce que tu as de la stabilité en ce moment, machin? Est-ce que tu es heureuse? Bon, alors c'est pas aussi simple que ça, mais voilà, il y a quelques petits ajustements. Et si je suis dans les gonds, comme on dit, il me dit ok, super, top, allez, ciao, on s'y en courant. Donc voilà, moi c'est un petit peu comme quelqu'un de ma famille, je le considère. J'ai déjà été chez lui, il m'a appris, j'ai fait du surf d'ailleurs avec des amis à lui pour la première fois. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un de humainement parlant exceptionnel, hein, de toute façon, et puis aussi au niveau de ce qu'il fait. L'hiver dernier, vous avez de nouveau brillé au mondiaux en petit bassin du côté de Budapest avec 3 médailles. Ça n'a pas été trop compliqué de se remobiliser après les Jeux de Paris? Alors non, parce que justement, après avoir vécu 2 Olympiades auparavant, moi j'avais eu quand même un moment très difficile après Rio. On en parle souvent, bon là je vais pas en parler, voilà, les choses changent, tout va bien. Je sais, c'est pour ça qu'on en parle. Je voulais être dans la continuité, en fait, dans le mouvement. Moi, je suis quelqu'un de toute façon, d'ailleurs, je l'ai appris justement avec Thomas et Guillaume aussi, qui fait Action Type, que dans mon profil à moi, c'est important que je reste dans le mouvement. Et donc, je m'étais dit, c'est pas forcément une bonne idée d'arrêter longtemps après tout ce qu'on a vécu, quand on a, bon, pas 15 000 personnes, mais allez, facile, 9-10 000 le matin,
qui crient Beryl, Beryl, enfin, qu'on vit des jeux extraordinaires à la maison. Je pense que, enfin, en tout cas pour moi, puis je vois que j'ai fait le bon choix puisque ça se passe toujours bien. J'ai pas eu de problème à ce niveau-là. La meilleure des solutions, c'était de passer à autre chose, c'est-à-dire what's next, qu'est-ce qu'il y a après, focaliser son attention sur un autre objectif. Donc moi, j'ai repris, contrairement à la plupart des gens, j'ai repris le 1er septembre. Hein. Donc j'ai pas eu beaucoup de repos. Donc je prendrai un peu plus de repos cet été, j'espère. On va voir avec mon entraîneur. Mais l'objectif, c'était de briller en petit bassin aussi. Et ça a été le cas et ça a été au-delà de mes expériences. Et là, les prochains objectifs à venir? Eh ben, c'est de briller en grand bassin. Dans la suite logique des choses, c'est de faire des médailles en relais, en individuel, en grand bassin cet été aussi à Singapour. Los Angeles 2028, vous y pensez? J'y pense. J'y pense. Après, c'est sûr que ça dépend aussi des conditions. Voilà, c'est important de pouvoir gagner sa vie. Voilà, en tout cas, la passion, le plaisir, il est là. Les conditions, maintenant, elles sont là. Pardon, les conditions, je les ai aussi trouvées à l'INSEP avec aussi mon nouveau club avec qui ça se passe très bien, que je remercie d'ailleurs. C'est important. Montpellier. Et donc, à ce moment-là, si j'ai de la sérénité et que physiquement, je sens que ça se passe bien, je ne vois pas pourquoi je ne continuerai pas. Mais aussi, et c'est important, qu'il y ait une évolution. C'est-à-dire que j'ai besoin de passer un bon palier. Et je suis en train de travailler pour. Donc, j'espère que ça va se passer. Merci beaucoup, Beryl, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très vite sur l'antenne de Télé Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.